Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast IMFC Radio propulsé par leschum.com, édition du 20 avril 2026. Gavino avec mon bon ami l'informateur Max Truman. Comment ça va Max? Passez une belle fin de semaine? Ah ouais, à part mes Jays, toutes nos équipes vont bien. Non mais gros week-end de sport. Très bon, là. Victoire du CF Montréal, on était dû. Gros match du Supra, même si on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. Les Canadiens qui gagnent, je peux pas demander mieux. Ça va bien, toi? Les Jays ont gagné dimanche, donc écoute, ça fait 6 séries de suite qui perdent. Bref, on y reviendra un peu plus tard si on a le temps. Écoute, il y avait un programme double ici à Montréal côté soccer. L'Impact jouait l'été samedi et le Supra jouait l'hiver sur la montagne dimanche. Non, mais ça a été une belle fin de semaine quand même. On a vu beaucoup d'actions et beaucoup de gens. En passant, merci à toute la communauté foot qui nous arrête à chaque 20 mètres. Hey, salut, j'aime bien ce que tu fais, puis tout ça. Puis c'est incroyable comment on dirait qu'on fait la différence dans le quotidien des gens. Tu sais, on le remarque maintenant lorsqu'on va au soccer et tout ça. Les gens adorent les petits podcasts qu'on produit. Bon, on va commencer tout de suite avec le CF Montréal qui l'emporte 4-1 face aux Red Bulls de New York qui balaye la série contre les Red Bulls. Oui. CF Montréal a un dossier de 2 victoires, 6 défaites depuis le début de la saison. Les 2 victoires contre les Red Bulls. Les marqueurs, Loturi, son premier de la saison, Owosu sur penalty, Longstaff et qui d'autre? Kwadwo Mahala Opoku. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ce nom-là. Max Opoku qui marque son premier de la saison. Je pense que c'est son premier depuis 2023-2022. Le tour de table, as-tu aimé le match de ton CF? C'est un must-win. Et Philippe Lafroy, son premier match en tant que rôle là, d'instructeur-chef par intérim, et il fait le travail, le CF Montréal, qui a donné un bon spectacle samedi au stade de Saputo. Ouais, on a eu du fun. Je veux dire, je regardais j'étais avec des amis, j'ai parlé avec bien des journalistes, des médias. J'ai croisé une centaine de fans. Ils sont pas tous venus me parler, mais il y avait tout le sourire au visage, là, pour reprendre les mots de Philippe Lafroy. C'était le fun au stade Saputo samedi. Puis oui, le soleil a aidé, mais la clarté sur le terrain. Philippe Lafroy, je le connais depuis longtemps. Il était directeur de l'académie quand mon gars est passé par la Préac à l'Impact, puis après au CF Montréal. Puis il a toujours prôné un 4-3-3. Son système de base, ça a toujours été 4-3-3 avec un défenseur en 6 devant la défense. Avec un 6, bien entendu, c'était Piet, mais 2-8. On a libéré Loturi puis Longstaff. Loturi Longstaff avait moins de responsabilités défensives, donc il pouvait, oui, défendre, mais aussi relancer. Il n'y avait plus de man-to-man. Fait que ce que ça faisait, c'est que Loturi n'était pas pogné pendant toute la game à courir après le meilleur 10 adverse, le 10 adverse, le meilleur joueur au milieu. Il pouvait aussi faire son jeu. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais Loturi puis Longstaff, vu qu'ils ne couraient pas toujours après quelqu'un, mais quand on récupérait, quand Sam Piet récupérait, mais il y était déjà des options. Fait que Sam pouvait déjà donner à Loturi, déjà donner à Longstaff. Bref, on est revenu à la base. On avait un bloc médian peut-être un peu bas, comme dirait Philippe Lafroy. Il a raison. Des fois, on a reculé trop. Peut-être qu'on a laissé de la possession à l'autre équipe, Gavino, mais en même temps, tu mènes tôt dans le match et tu mènes tout le long du match. Fait que c'est normal des fois que tu laisses le ballon à l'autre équipe, mais c'était simple, c'était clair et ça a été efficace. Je suis content que tu parles de Loturi et Longstaff parce que depuis 1 an, ces gars-là couraient le marathon à chaque match. Là, tout d'un coup, tu as vu Loturi et Longstaff avoir de l'énergie parce qu'ils n'étaient pas habitués d'avoir cette énergie-là en première et deuxième demi. Ils ont fait la différence. Les 5 buts marqués par le CF Montréal, dont 2 par Longstaff dans cette rencontre-là. Non, mais beaucoup de nouveaux joueurs, un 11 partant différent de l'ère Donadel. Premièrement, on n'a pas vu Efrain Morales dans la charnière centrale. On a fait confiance à Jill Neal. C'était son, je pense, premier départ de la saison. Je ne sais pas si la pression exercée par sa maman sur les réseaux sociaux a fait la différence. Mais on a vu, Bougaï à droite, Brian Vera dans la charnière centrale à gauche et Luca Pretrasso qui a joué quand même un bon match. Là. À gauche, il a basculé souvent le jeu de l'autre côté pour Noah Strite. Tu l'as dit, Loturi, Piet et Longstaff, les milieux de terrain. Et quand même, la surprise dans cette rencontre-là, Noah Strite, premier départ, moi, je te le dis, je l'ai toujours aimé, ce gars-là, avec quelques flashs qu'on a vus depuis le début de la saison. Il est élégant lorsqu'il court, Max. As-tu vu ses grandes jambes? Et on a eu la chance d'y parler. Non, mais c'est vrai. Non, mais écoute, il est élégant lorsqu'il court. Même avec le ballon au pied, il a fait la différence sur le deuxième but.
avec sa petite touche de balle pour Bougaï. Bougaï ensuite qui a centré et le ballon a donné contre la main du défenseur, ce qui a mené au pénalty de Prince Owusu. Moi, je te le dis, Noah Strait a fait la différence. Il a saisi la balle au bon parce que Sinchuk n'était pas apte à jouer ce match-là sur la liste des blessés. Je veux dire, si tu t'appelles Philippe Lefroy, là, le prochain match contre NYCFC, m'excuse, moi, je suis très superstitieux. Je ne touche à rien, là. Ben non, tu touches à rien. Je ne touche à rien. Tu as été gagné un match, c'était simple, tu as un bon 11, tu reviens avec le même 11. À la limite, peut-être qu'il y en a un qui a des bobos, peut-être tu peux changer un joueur, mais on y va dans la constance. Juste te reprendre, je pense que Neil avait eu un départ, mauvais match, là, 45 minutes, c'était ça à Chicago ou à San Diego, mais oui, il avait pas sa chance. Puis le match d'avant, il était assis à côté de nous autres en tribune. Tu t'en souviens, on a regardé à droite, qu'est-ce que Jalen Neal fait là, même pas sur le terrain, même pas au banc. On avait posé des questions, on nous disait qu'il était en santé. Donc oui, c'est un gros retour de Jalen Neal. Tu parles de changer de point d'attaque, c'est dans les principes de jeu, Philippe Lafroy. Il veut que quand c'est bloqué à gauche, on arrête de s'entêter à essayer de passer à gauche. Il veut qu'on change vite puis qu'on passe à droite. C'est dans les principes de jeu de Philippe Lafroy. On l'a vu souvent, ça a passé par Bougaï, ça a passé par Petrasso, même les alliés ont aidé ça. D'autres trucs, tu sais, la pression venait. Je ne sais pas si tu as remarqué, puis j'ai hâte de voir si ça va durer longtemps, mais les alliés, même quand on n'avait pas le ballon en haut sur le terrain, mettaient de la pression un peu de l'extérieur pour amener l'adversaire dans l'axe et on attendait l'adversaire à 3-4 dans l'axe. On a récupéré des ballons hauts grâce à ça. Peut-être que les autres équipes vont s'ajuster et s'habituer à ça, mais on avait des stratégies simples, vraiment simples, mais qui fonctionnent. Pour parler de Loturi, je te l'ai dit, il était libéré, pas juste parce que c'était pas Donadel, parce que Donadel aimait tellement Loturi, c'est parce que son rôle était différent. C'est un rôle qui colle mieux. Jouer en 6 dans un man-to-man, c'est dur. Jouer en 8 dans un système plus zone avec un autre 8 à tes côtés, ça lui colle mieux. Longstaff, très bon match. Opoku qui marque. Un tap-in, OK, on s'entend. Ouais. Gavino, je sais que tu l'aimes, là, puis j'ai pensé à toi quand Prince Owusu nous a dit qu'Opoku était souvent le meilleur aux entraînements et de loin. Mais c'est signe, Loturi, Longstaff, Opoku, 3 gars, Piet connaît un gros match. C'est signe que ce qu'il y avait avant, ça ne fonctionnait pas. Tu vois que l'évaluation que Donadel faisait de certains joueurs et ce que Lafroy fait de son équipe, c'est le jour et la nuit. Là. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de poser la question en conférence de presse à Philippe Lafroy. Il y avait du monde, hein? Il y avait du monde. Il y avait du monde. Ma question aurait été simple. Écoute, Philippe, ça t'a pris combien de temps concocter ton 11 partant? Ça t'a-tu pris 1 minute et quart ou bien t'as pas dormi pendant 2 nuits puis là, tu te grattais la tête, là, j'y vas-tu avec Neil, j'y vas-tu avec Morales, j'y vas-tu... Non, regarde, pour moi, là, ça, là, c'est un excellent 11 partant. Samuel Piet, dans un schéma 4-3-3 très simple, il mérite d'être là. Il a très bien joué. Ouais. On va tout de suite écouter Philippe Lafroy qui répond à ta question, Max, par rapport au système de jeu. Et on revient dans 45 secondes. On va mettre le doigt sur quelque chose. Je suis pas un entraîneur du tout défensif. Je préfère gagner 5-4 que 1-0. Et en fait, là, ce qui a fait la différence, c'est la solidarité défensive. Où on a eu quand même un bloc globalement très compact. Trop bas à mon sens. C'était pas l'objectif de jouer aussi bas, mais ils ont été quand même disciplinés, ils ont été compacts, ils ont compensé les uns pour les autres, ils ont taclé, ils ont dégagé, et dès qu'ils ont eu l'opportunité de se projeter vers l'avant, ils l'ont fait avec beaucoup de qualité. Donc si je devais mettre le doigt sur quelque chose aujourd'hui, ce serait cette solidarité, cette compacité du bloc défensif. C'est quand même des propos très intéressants. Il aime mieux gagner des games 4-3 ou 5-4 que de gagner 1-0. Déjà là, on comprend le concept de charmer des fans nord-américains. On veut de l'attaque, même si le club perd 4-3, on veut un spectacle. En même temps, Gavino, il y a 2 mandats, gagner et donner un spectacle. Non, mais c'est vrai. Gavino, j'ai un point. Okay? Ma question, c'était... C'est correct les animaux, c'est correct les sourires, c'est correct tout. Tu sais, parce qu'il y avait des belles phrases philosophiques, puis c'est correct. Il faut que tu mettes le groupe dans un bon état d'esprit. Mais j'ai demandé, c'était quoi au niveau foot, au niveau terrain? Qu'est-ce qui a fait la différence? Puis sa réponse est importante. Je ne suis pas un entraîneur défensif. Bref, ses principes de jeu, il aime mieux l'offensive. Il aime mieux un jeu où on va créer des revirements et des fois, on va se faire prendre. Ça va donner un beau spectacle, comme tu le dis. Mais ce qui a fait la différence, c'est le jeu défensif. Fait que ça t'en dis-tu beaucoup
sur à quel point le jeu défensif était le problème pour qu'un entraîneur qui ne met pas l'emphase là-dessus, ou en tout cas que c'est pas son style numéro 1, c'est pas un entraîneur défensif, dise que ce qui a changé, c'est le jeu défensif des gars. Bref, la défensive avec Marco Donnadel, que j'adore, by the way, comme personne, il a toujours été A1 avec nous autres, je le répète sur toutes les tribunes, mais son système défensif ne fonctionnait pas. Son 10 était trop haut, il jouait un man-to-man, puis tu avais Lutturi Longstaff qui était pris toujours contre des machines. Lutturi était toujours à côté comme s'il courait le marathon de Montréal, Beneva, mais il n'était jamais capable de faire l'intervention pour enlever le ballon, rentrer le pied, rentrer l'épaule, etc. Ça fonctionnait pas. Il y avait plus de gaz. Il y avait plus de gaz. Exact. On l'a vu, genre, bon, les premiers matchs sur la route, là, il courait souvent après, bon, le joueur numéro 10 et tout ça. Le numéro 10, il la mettait dedans. On a plusieurs exemples comme ça. Mais ce que j'ai aimé également, c'est que le banc du CF Montréal a amené de l'énergie cette fois-là. Parce que depuis le début de la saison, c'était 0-1 barre. Aucune profondeur. Là, on a vu des joueurs comme Opoku se démarquer. Il a marqué un but. Daniel Rios, la doubleur à Prince Owosu, il a obtenu 2 tirs cadrés. Ouais. Il aurait pu marquer 2 buts. Famiel Herbers, un peu, bon... moyen, disons, qui n'est pas en jambes présentement. Et même Alger Escobar, on a arrêté de l'utiliser en numéro 10. On l'a utilisé à l'aile droite. Et il a créé quand même des belles chances de marquer. Enfin, du banc là, qui amène quelque chose au moulin. Là. Je vais te dire quelque chose, puis je pense que c'est les premières minutes à Escobar, pas dans l'axe. Peut-être que je me trompe. Oui, on vérifiera match par match. Mais ça fait 2 fois qu'on gagne sans Sinchuk comme partant. Puis j'ai aimé Streit, qui était, oui, c'est un droitier, mais qui a fait la job à droite. Au lieu de rentrer, il a pris un peu plus à largeur, mais c'est un ailier droitier de formation, donc ça fitait. C'est différent de Sinchuk, mais c'était pas le même sac d'outils. Je pense qu'il y a plus de polyvalence chez Noah Streit que chez Sinchuk, qui est capable de faire plus de choses. J'ai aimé Opoku. J'ai aimé Escobar. Escobar, là, il a fait une passe à Rios. C'est un caviar. On verra pas ça de Sinchuk. Sinchuk, on va voir d'autres choses. C'est pas dit qu'il est pas bon, mais ça fait 2 matchs que sans Sinchuk partant, ça va bien. Là, je te pose la question. Si tu as une offre pour Sinchuk, là 2-3 millions, t'es prêt à perdre peut-être 500 000 dans ce deal-là, tu le laisses-tu aller? Parce que là, tu as des situations, tu as des solutions de rechange. Escobar peut jouer là. Ensuite, Noah Streit peut jouer là. Ils t'en ont montré Opoku. Plus que Sinchuk. Oui, Opoku peut jouer là. Je veux pas dire que c'est un constat d'échec, Sinchuk, parce qu'il est jeune, mais il m'a laissé sur mon appétit depuis le début de sa carrière avec le CF Montréal. Et moi, j'aime mieux avoir un Streit que Sinchuk. L'impression qu'il y a plus de bagages, il y a plus d'outils dans son coffre. Pour moi, si j'ai une offre là de Sinchuk, je vais le reconduire à l'aéroport. Écoute, je comprends ta réflexion. J'ai eu la même. En même temps, je ne veux pas faire de conclusion sur un match, 2 matchs. Tu sais, Streit, c'est beau, là. Mais la deuxième mi-temps, il manquait de jus, il manquait de créativité. Tu sais, je ne suis pas prêt à tout jeter. Escobar, je vais le voir plus souvent dans l'aile. Je l'ai vu dans l'axe. Je vais le voir à l'aile. Je vais le voir d'autres choses. Opoku, je ne suis pas prêt à dire qu'il est redevenu un partant, même si j'ai bien aimé son match. Je trouve que dans sa prise de décision, pas de ballon, dans son placement sur le terrain, Opoku est déficient. Je ne sais pas si c'est parce qu'il manque de rythme ou pas. Mais la réflexion, elle serait entamée. Puis, moi, je peux te dire quelque chose. Il y en a eu des offres pour Sinchuk après ses matchs avec les U21 de l'Ukraine. Je ne suis pas sûr qu'on est obligé d'éponger une perte. Je pense qu'on pourrait le vendre au même prix ou à profit. Pas un énorme. On ne vendra pas 15 millions, que ce soit clair. Non. Mais Sinchuk a encore une bonne valeur, entre parenthèses, sur le marché des transferts. Donc, oui, c'est sûr que j'évaluerais ça. On peut avoir pris un guess sur quelqu'un puis ça ne fonctionne pas. Puis, on peut peut-être prendre un guess sur quelqu'un d'autre après. Mais c'est sûr qu'en ce moment, dans les 2 victoires du CF Montréal, Sinchuk n'était pas là, n'était pas partant, puis c'est pas quelque chose qui manque nécessairement. Bon, es-tu prête avec les questions du public, Max? Parce que j'ai publié, j'ai invité les gens à poser des questions sur Twitter il y a quelques instants. Là, tout d'un coup, ça rentre. On commence par mon ami Phil qui mentionne « Question pour l'informateur numéro 1 ». Qui a approché qui dans le retour au bercail de Philippe Eulafroy? Ouais, j'ai vu cette question-là. J'ai posé la question. C'est Lucas Saputo qui a approché Eulafroy. Même si Philippe Eulafroy était bien à Lyon, il y avait un super poste, il était heureux. Lucas savait que Philippe Eulafroy, sa famille était demeurée à Montréal. Tu sais, il n'est pas allé à la pêche comme ça, mais c'est une idée de Lucas Saputo. Il en a parlé avec son monde alentour. C'était comme partagé. Il n'y a personne qui a dit, l'idée, la bonne idée était partagée. Il n'y a personne qui a dit non, c'est pas une bonne idée. Mais on n'était pas certain que Philippe Eulafroy accepterait de venir pour un poste d'adjoint.
Puis ça a fonctionné. Puis moi, je vous le dis, là, dans les premières semaines, là, à Marie-Victorin puis à Nutrilet, Philippe Lafroy, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais il faisait pas grand-chose. Là. Je me souviens d'avoir été avec des collègues, puis hey, il ramasse des plots, il ramasse des poteaux, il ramasse des pop goals, il ramasse des cônes, etc. Puis c'était clair qu'il y avait quelque chose qui ne fitait pas. Puis on s'est demandé, est-ce que, il y a un rôle très, très, très diminué avec les jeunes puis that's it? Je pense pas, mais ça se pouvait. 2, est-ce qu'il est en train de regarder ça et de dire, hey, je veux pas être associé à ça? Ça va pas ici, je veux clairement pas être associé à ça. 3, est-ce qu'il était là en observation et en évaluation de ce qui se passait? Ça se peut aussi. J'ai pas cette réponse-là, mais en tout cas, en ce moment, là, que ce soit clair, Philippe Lafroy, si ça continue comme ça, on ne pourra pas le remplacer. J'en parlais avec Olivier Brett, Gavino, là, j'en parlais avec Olivier. Ben oui. Mettons que Lafroy continue à gagner, je sais pas moi, 4 sur 7. Là, tu le remplaces par un gars de l'extérieur qui ne connaît pas le club, même s'il a de l'expérience un peu. Puis après ça ne fonctionne pas. Tu vas avoir de l'air con d'avoir congédié, pas nommé Lafroy, tu vas avoir de l'air con d'avoir amené quelqu'un d'autre. C'est un peu comme Wilfrid pour remplacer Martin O'Neill. Wilfrid s'en va au Celtic, puis c'est Martin O'Neill qui revient. Tu peux pas faire ça à Montréal. Fait que Lafroy, ça va être un beau problème pour Lucas Saputo s'il continue de gagner. Une victoire, aucune défaite. 4-1, c'est sûr que là, les matchs s'enchaînent à domicile. Il pourrait avoir une bonne fiche là, d'ici la Coupe du Monde. En passant, j'ai posé cette question-là à mon bon ami Mathias Van Ast. Il m'a répondu, selon lui, il ne verrait pas Philippe Lafroy, coach, puisqu'il ne veut pas que Lafroy se fasse congédier et ensuite quitte l'organisation pour une deuxième fois. Non. Je respecte ton opinion. En passant, là, envoyer des messages d'encouragement à Mathias Van Ast qui en a besoin présentement. On sait qu'il est aux prises avec la bataille de sa vie avec un cancer, mais selon moi, Lafroy, c'est un sans faute, c'est un 100% en fin de semaine. Mais enchaîne avec Gavino. Oui, vas-y. On peut pas nommer Lafroy, puis je respecte Mathias 100%. Je comprends. On peut pas nommer parce qu'on a peur qu'un moment donné, il échoue puis il parte. Puis si on le nomme pas, on va le garder dans un poste moins important pour pas le perdre. Non, si jamais on pense que c'est l'homme. Je veux voir les prochains matchs, là. Mais si on pense que c'est l'homme, on doit pas se restreindre de le nommer de peur de peut-être le perdre. Et je comprends la réflexion de Mathias en disant, la durée de vie d'un coach à Montréal, c'est 1 an, 1 an et demi. On va perdre une autre personne de qualité. Mais tu sais, qui dit pas qu'il y a d'autres exemples en MLS, des Peter Vermes de ce monde qui ont fait 10 ans, et ensuite Schmetzer avec Seattle qui fait 10 ans et tout ça. Il y en a quand même des belles histoires en MLS. Peut-être que Philippe Lafroy, ça a toujours été l'homme de la situation, et là, on l'apprend à 62 ans. Quelques autres questions. David Malenfant, question en rafale. Max, qu'est-ce qui arrive avec le développement de Sunusi? On l'a vu, encore en fin de semaine avec les substituts, pas les substituts, mais les joueurs qui n'étaient pas habillés. Je pense qu'il va falloir qu'il se remette en forme, notre ami Sunusi, avant de penser à jouer des minutes. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut en prendre puis en laisser avec les paroles de Philippe Lafroy en point de presse, contrairement à celles de Marco Donadel. Donadel était franc. Lafroy nous a dit que Carmona puis... Carmona était une option, Sinchuk était une option, ça n'en était pas des options, on le savait déjà qu'elle n'allait pas jouer. Donc, il faut en prendre puis en laisser. Je te ramène à ça parce que Lafroy a dit de Sunusi, il y avait un problème au dos, ça a été compliqué à régler et là, ça va y prendre un bon mois d'entraînement pour retrouver le groupe. Je pense qu'il n'y a rien qui a changé avec Sunusi Ibrahim. Il n'est plus dans les plans, il n'est plus dans le groupe. Le club a des doutes sur son professionnalisme, etc. Mais je pense que de l'autre côté, Lafroy est intelligent, Lafroy a de l'expérience. Il ne peut pas dire « t'es plus là, t'es plus là ». Il vient d'arriver, il est là par intérim, c'est un caretaker. Fait que je pense qu'il n'y a rien qui a changé. On va le voir courir alentour de l'équipe. Et le jour où on me dira qu'il va s'entraîner avec l'équipe, ou le jour où je le verrai avec l'équipe, je vous le rapporterai, mais pour l'instant, c'est la même okay. Une autre question, même si c'est encore tôt, est-ce qu'il y a des noms qui circulent pour être le futur coach de l'Impact? Moi, j'ai une mini-information par rapport à ça. Je sais qu'il y a peut-être un gars dans le style de Frank Debourg qui aurait peut-être été, disons, offert au CF Montréal. Debourg qui a été déjà coaché avec Atlanta United, mais selon les dernières informations que j'ai, Frank Debourg n'est pas intéressé à revenir ici en Amérique. Sa femme non plus, ils n'ont pas vraiment aimé l'expérience avec Atlanta United dans les années 2020 et tout ça, là. Donc, je pense que c'est une option qu'il faut rayer de la carte. Mais est-ce qu'un autre coach français provenant de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 pourrait faire son arrivée à Montréal? Il faudra surveiller le dossier. Toi, as-tu des noms, Max? Pas tant, mais je vais te poser une question. Puis j'espère qu'il y a des gens au club qui nous écoutent et qui vont réfléchir avec ça. J'essaie d'envoyer ce message-là. Ça a été qui les meilleurs coachs
du CF Montréal / Impact dans l'ère MLS. Biello, MLS. Nancy. Des gars locaux. Des gars d'ici. Des gars qui connaissent le club, la culture du club, des gars qui connaissent le marché, des gars qui connaissent les médias, les partisans, etc. C'est des gens d'ici. Puis dans les pires, puis je dis Thierry Henry, ça n'a pas été un très bon coach. Rémi Garde, ça n'a pas été très bon. Hernan Losada, ça n'a pas été très bon. Puis c'était des légendes du foot ou c'était des gars qui avaient de l'expérience, MLS, etc. Faisons attention. Si un gars qui connaît la délicatesse du marché connaît du succès, je pense que je ne veux même pas entendre aucun autre nom. Lafroy, c'est le mentor de plein de coachs qui ont réussi, qui ont passé par l'académie, qui sont allés ailleurs. Tu sais, Robert Rositoyou, je l'ai vu au Rose hier, il me rappelait que Philippe Lafroy, c'est son mentor. Wilfrid Nancy, Philippe Lafroy, c'est son mentor. Il y en a plein de gars comme ça. Donc, donnons la chance à Lafroy avant de tout de suite regarder ailleurs, puis de pondérer l'expérience très, 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 très haut, mais de ne pas pondérer le fait de comprendre le marché, de connaître le club et d'avoir énormément de connaissances. Autre question, Dr. Foot. C'est sûr que faire un podcast sans voir l'intervention de Dr. Foot, c'est impossible. Première question, pour ou contre les lignes de football au soccer avec un bonhomme sourire? On sait qu'on est contre de ce côté-là. Écoute, on va parler du Supra dans quelques instants avec leur défaite qui est quand même cruelle, là, mais pensez-vous que la majorité des curieux présents justement là, hier au Sepsum pour cet événement seront de retour au prochain match? Prochain match qui aura lieu ce vendredi. On fait une petite parenthèse de Supra avec la question de... Non, mais rapidement, Gav, c'est un super week-end et les heures fitaient. CF Montréal samedi après-midi, Supra dimanche après-midi, Canadien dimanche soir. J'ai pu regarder les 3 événements, j'ai pas raté une seule minute d'aucun des événements. 2 sur place, l'autre devant ma télé avec des chums. OK? Puis elle est intacte, la mienne comme la tienne. Est-ce que tout le monde va être là à chaque match? La réponse est non. Le prochain, c'est vendredi, c'est pendant un match du Canadien. Fait qu'en partant, le prochain match du Supra, ça va être plus difficile à cause du Canadien. Deuxièmement, ce sera moins un événement que le premier match de l'histoire à domicile. Cela dit, le Supra, on va en parler tantôt. S'ils continuent d'offrir ce jeu-là, ça va être organique. Ils vont gagner un fan à la fois, 2 fans, 3 fans, 4 fans. Et tous les matchs seront à la télévision ou bien disponibles en quelque part gratuitement. Autre... Ouais, vas-y. Je veux juste que, avant de passer au Supra, là, continue les questions. Vas-y, c'est ton show. Vas-y. Mais tant qu'à parler du CF Montréal, je ne sais pas si la question est là, je veux juste... Il y a 2-3 trucs, OK? Premièrement, le brassard de capitaine, il était à Piet. OK? Ouais. Il n'était pas à Prince. Puis quand Piet est sorti, il l'a donné à Prince. Puis quand Prince est sorti... Oui, enfin, c'est ça l'ordre normal. C'est Sam Piet, le capitaine de ce club-là. C'était pas normal que le capitaine de ton organisation soit sur le banc. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est la première chose que Lafroy, il se grattait la tête, il disait, ça n'a pas de bon sens. Mon capitaine, c'est un capitaine de réseaux sociaux. Pas de bon sens. Il l'a mis sur le terrain, il a fait la job. Ça, c'était la chose à faire depuis le jour numéro 1. Chose que Donadel, il comprenait pas. Mais Donadel avait un autre système dans lequel Piet s'insérait mal. Le système au complet de Marco Donadel ne fonctionnait pas. Donc là, Piet est dans un système qui lui convient. Donc, tu sais, premièrement, c'est le fun de voir Piet. Le donner à Prince, c'est bien normal. J'enlève rien aux qualités de leader de Prince. Et quand Prince est sorti, il l'a donné à, je me souviens pas, c'était Gillier. Non, mais, je pense. Oui, ça s'est rendu à Gillier. Mais Prince a donné à quelqu'un pas loin. Je pense que c'est Loutouré ou Vera, peu importe c'est qui. Là. Puis là, personne ne savait quoi faire avec le brassard. Ils sont allés le donner à Gillier. Je trouve ça le fun. Il y a beaucoup de symbolique là-dedans. Gillier parle français. On le sort quand même souvent. C'est un gars écœurant. Tu sais, je ne sais pas si les gens le savent, là, mais il a perdu ses parents. Puis il s'occupe de sa jeune sœur. C'est vraiment c'est tout un joueur. Là où j'ai un bémol, c'est qu'il est encore en prêt. Fait que tu sais, s'il est en prêt puis il est pour partir, donnez-y plus jamais le brassard. Puis s'il y a des plans pour qu'il reste, ben continuez de donner le brassard. Puis dites-nous-le, on pourra traiter Gillier comme un joueur du CF Montréal et non pas comme un joueur en prêt. On va parler d'un autre joueur qui est en prêt avec option d'achat. Ben oui. Ivan Jaime. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans son cas? Je sais que Nilton, il a publié quelque chose sur son Twitter mentionnant que Ivan Jaime, ça sent l'achat puisque avec les minutes qui amène à chaque match, j'imagine que ça va juste être une formalité. J'imagine qu'Ivan Jaime, on va l'acheter un peu plus tard cet été. Je suis pas d'accord avec mon chum Nilton. J'y ai dit, on en a parlé. Notre conversation privée aurait pu faire un podcast, juste ça. Ivan Jaime est bon. Ivan Jaime est peut-être le meilleur joueur offensif du CF Montréal. Le problème, c'est que 5,5 millions d'euros, c'est le montant pour acheter Ivan Jaime. Donc, c'est 8,83 millions de dollars canadiens. C'est de l'argent en tabarouette. OK, ouais. Et Jaime,
S'il joue 4 des 7 prochains matchs, on devra l'acheter automatiquement. Dans les 7 matchs, il y a un match contre un semi-pro de Calgary en championnat canadien et ça n'arrivera pas. Donc, le countdown, c'est 4 sur 6. Il doit jouer 45 minutes au moins. Je pense qu'on va lui donner des départs et je pense que les prochains matchs, on devra évaluer combien il vaut. Je m'explique. En ce moment, il y a 1 but, 2 passes en 13 matchs. Ça vaut-tu 9 millions de dollars canadiens? Je ne pense pas. Il fait le jeu, mais en même temps, souvent, il prêche par excès de confiance et de garder le ballon. Et il ne communique pas tant bien que ça avec Prince Owusu. Est-ce que je veux Ivan Aimé dans l'équipe? Oui. Je veux qu'on le transfère, je veux qu'on l'achète, il fait partie de la solution. Mais est-ce qu'il vaut 9 millions de dollars? Je ne pense pas. Et quand je vois le club dépenser comme il dépense, valoriser comme il valorise les joueurs, constamment répéter en privé, ou ils nous l'ont déjà dit en public, que des fois, c'est mieux d'avoir 2 DP, 2 joueurs à 2 millions ou à 3 millions qu'un joueur à 5 millions. Alors, imagine un gars à 9 millions de dollars canadiens. Ma conclusion est la suivante. J'espère qu'Aimé restera. Je pense qu'on peut voir Aimé jouer 4 matchs et ensuite vraiment être dans des grosses négos avec Porto pour, oui, acheter Aimé, mais à un prix un petit peu en bas de ça, parce que je pense que la pression comprendrait. Si Aimé a 1 but, 3 passes en 17 games, on comprendra qu'on ne l'a pas acheté à ce prix-là, mais je pense qu'il faut qu'il reste quand même. Je sais qu'il ne faut pas juste regarder les statistiques, Max. Est-ce que c'est ton meilleur joueur? La réponse est... Je pense que oui, c'est un de tes 2, 3 meilleurs joueurs. Est-ce qu'il rend les autres joueurs meilleurs? Oui. Est-ce qu'il est excitant lorsqu'il y a le balle au pied? Oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose lorsqu'il est isolé 1 contre un défenseur, puis il tente un crochet, puis il tente de frapper, là, enrouler le ballon au 2e poteau? Oui. C'est un bon joueur, mais tu l'as dit, il n'y a pas de statistiques pour dire automatiquement on va l'acheter. 4 sur 6, c'est sûr qu'il va avoir ces minutes-là. Non, il va en avoir 4 sur 4 ou 4 sur 5, puis à un moment donné, on nous dira si on l'achète ou pas. On va recommencer. Peut-être que c'est déjà commencé les négos pour l'acheter à un autre prix. Mais est-ce qu'on peut trouver un autre joueur qui est aussi efficace que Ivan Aimé pour 3,5 millions, 4 millions canadiens ou US, peu importe, au lieu d'être à 9 millions canadiens, parce que 5,5 millions d'euros. Exact, c'est là ma réflexion. Il faut se mettre dans la peau des Saputo. C'est eux autres qui décident. C'est leur club, c'est Luka, le directeur sportif, même si le terme, il y a 12 mots. Je comprends, mais si tu me poses la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut 9 millions? Je te dirais non. Canadien? Non, exactement. C'est impossible. Il faut qu'on trouve un moyen. Puis sous Philippe Lafroy, je l'ai aimé, mais il a été moins important. Ça n'a pas tourné à l'entour. On n'était pas Aimé dépendant. Fait que j'ai hâte de voir dans les prochains matchs. Alors que sous Donadel, on voulait souvent passer par Aimé, mais en même temps, on perdait des matchs. Le man-to-man n'était pas pour lui. Donc, regardons 2-3 matchs, on s'en reparlera. C'est pas Olivier Renard qui mentionnait l'important, c'est le joueur qui arrive et non le joueur qui part. C'est ça qu'il avait dit. C'est exactement. Justement, Éric Grégoire qui mentionne mercato d'été, quel besoin devrait-on combler? Est-ce qu'on verra un deuxième DP arriver? On va essayer de garder le premier pour l'instant. Et aura-t-on aussi du renfort de Bologne? Quel besoin tu comblerais si tu es le GM de l'Impact de Montréal? J'imagine qu'on veut renforcer la colonne vertébrale, c'est-à-dire soit un 8 ou bien un meneur de jeu, encore une fois, qui est à être nommé plus tard. Mais c'est encore drôle. C'est drôle. Parce que dans un 4-3-3, je regarde ce qu'on avait cette semaine. Piet, j'ai pas besoin. J'ai peut-être besoin d'une doubleur de Piet, mais on s'entend que personne ne s'énerve le poil des jambes si je vous dis on va aller chercher une doubleur de Piet pour jouer 20 minutes par match. C'est pas ça le problème. Dans les 2-8, j'ai Lautouri Longstaff que j'ai beaucoup mieux aimé. Je suis pas prête à dire que c'est des partants incontestés, mais on les a mieux aimés. J'ai Wiki Carmona qui va revenir en santé. Puis vu qu'il n'y a plus de 10 dans le schéma, il va devenir un 8. Et je pense qu'il est un partant. J'ai Frankie Amaya. J'ai hâte d'avoir des réponses. Pourquoi il n'était même pas sur le banc ce week-end? Mais Amaya devrait aussi être un 8. Donc là, j'ai Lautouri, Longstaff, Amaya, Carmona pour les 2 postes de 8. Et j'ai de l'attaque devant. Donc, je ne sais pas. J'ai besoin de quelques matchs pour te répondre. C'est quoi les postes numéro 1 à combler? Parce que cette équipe-là, avec ce système-là, je pense que c'est peut-être un piston gauche pour remplacer ou au moins diviser la tâche avec Luca Petrasso. Puis je ne sais pas si Bougaï peut faire la route longtemps. Pense à ça, Gavino. Thoralson a eu 0 minutes. On ne l'a pas vu ni en ailier, ni en défenseur. Je veux dire, il connaissait des mauvais moments aussi avec le CF Montréal. Je veux dire, il ne méritait pas sa place sur le 11 partant. C'est correct qu'il ait vu cette journée-là, ce match-là sur le banc, mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas joué. Efrain Morales, il n'a pas joué. Qu'il prenne son temps. Il a offert du jeu, j'allais dire de merde, mais c'est trop. Il a offert du mauvais jeu, alors qu'il regarde l'équipe jouer, puis il reprendra sa place. Neil puis Vera,
C'est 2 gars qui se blessent là, depuis qu'ils sont ici. Et ça va arriver. Là. Morales va revenir. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ben, cette victoire-là celui va que je donner m'inquiète. confiance. Oui, mais celui que je m'inquiète, Gav, c'est qui? C'est Avilés, qui est assis à côté de nous autres d'un média, qui a fermé son compte Instagram, qui a pété une coche après New England, après Donadell, qui là était pas content vendredi quand il a vu qu'il était pas sur le 11 partant, puis qui était même pas sur le banc. Fait que moi, je suis plus inquiet d'un gars comme Avilés. Mais c'est un mauvais recrutement. C'est un mauvais recrutement. Tu peux pas aller chercher un U22, une initiative comme ça. Mais il est en prêt. Mais il est en prêt, puis c'est sûr que je pense pas qu'il va être de retour l'année prochaine. Là. On va le shipper à Miami. Ben oui, mais un gars qui coûte 410 000 par année. Là. Ah, c'est beaucoup d'argent. Donc, on s'était dit, sais-tu quoi, problème, un peu un recrutement à la Georgi Mihailovic ou Romel Kyoto. Ces gars-là s'entendaient pas bien avec leur organisation respective. Ils ont été échangés. Là, tout d'un coup, sont devenus des vedettes avec le CF Montréal. Je pense qu'on espérait la même chose avec Avilés. Ouais. Mais là, il va falloir qu'il redouble d'ardeur. Puis, en pratique, mais j'ai rien vu non plus sur le terrain pour justifier que ce gars-là... On s'est ennuyé de ce gars-là en fin de semaine. Je pense que Morales est devant lui. Neil est devant lui. J'ai hâte de voir ce que Avilés va faire. Craig est devant lui pour l'instant. Brendan Craig est devant. Avec Avilés, c'est le 5e central d'une défense à 2 centrales. Prends ton temps et travaille fort l'entraînement, Thomas. Mauvais recrutement. J'ai hâte de voir si Wiki Carmona sera de retour dans le 11 partant. Ou bel et bien, on va être très superstitieux. On va y aller quand même avec la même formation. Mais je veux dire, si Wiki Carmona revient la semaine prochaine, tu débarques qui? Ouais, je pense que ta question, elle est bonne, mais ça va être dans 2-3 semaines. Je pense. Je peux me tromper, j'espère le voir. Je pense qu'on a besoin de temps, puis on va être patient avec Wiki Carmona. Fabien Herbers, quand même. C'est difficile. Hein? Ouais, c'est difficile. Rapidement, tu veux me parler de la pelouse au centre Nutrilet et la bulle? Oui, exact. J'ai des nouvelles. Le CF Montréal devrait s'entraîner cette semaine sur gazon. On est encore au turf en ce moment à Nutrilet. On attend les belles journées. Là, il fait encore froid, mais je te dirais le mercredi, jeudi, vendredi. Je ne sais pas quelle journée, mais on va commencer à s'entraîner sur naturel. Donc, c'est intéressant. Elle est belle, la pelouse. Elle a été changée en fin de saison l'année dernière, puis la neige est arrivée trop vite, donc il fallait faire des petits ajustements. On devrait s'entraîner sur gazon. Pour la bulle, j'ai posé des questions. On n'a pas de nouvelles. Mais de ce que je comprends, là, moi, quand le dôme est tombé à Laval, mon fils s'entraîne là, je suis allé le voir comment c'était confectionné. Wow. Ça prend du béton. C'est un pied et demi de béton tout le long. Après ça, tu fais des ancrages là-dessus. C'est une job et là, c'est pas commencé encore. Donc, j'ai peur ou je pense que ce sera pas pour l'automne prochain. Donc, Marie-Vic pourrait durer une autre année encore d'entraînement à l'intérieur. Et quand j'ai demandé à la ville, on ne m'a pas répondu, mais j'ai compris entre les lignes qu'on ne met plus de frein à ce projet-là. Je pense, en tout cas, c'est ma compréhension. Okay. La ville ne met plus de frein. C'est peut-être le CF Montréal qui doit, faire les choses comme il faut à ce niveau-là. Puis j'ai des nouvelles du stade olympique. Rien de nouveau, mais on ne serait pas surpris dans les personnes à qui je parle que le changement de premier ministre, première ministre à la CAQ puisse avoir un effet positif pour ce qui est de débloquer un budget pour faire des rénovations intérieures. Pourquoi? Parce que c'est arrivé avec la ville. On a changé la mairesse. Et là, tout d'un coup, on aime plus le CF Montréal. On va au CF Montréal. On est prêt à travailler pour la ville, etc. Je pense que... c'est quoi son nom? Donc? Moi, son nom m'échappe, la nouvelle première ministre. Fréchette, Madame Fréchette. Oui. Je pense que ça pourrait aider pour débloquer un budget pour que l'intérieur du stade puisse être rénové à temps. Puis quand le stade ouvre à l'automne 2028, on ait un environnement intéressant, pas juste un toit. Mais il n'y a pas de retard dans les... Rien. OK, il n'y a pas de retard présentement. Donc, aucun l'horizon, c'est 2028. Oui. Les rénovations, ça devrait être terminé. On devrait être capable d'avoir des événements intérieurs au stade olympique. On parle de 2028. Encore une fois, il n'y a pas de retard dans la livraison du projet. Au moins, ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, parfait. C'est ce qui complète l'Impact de Montréal. On va parler tout de suite du Supra qui, malheureusement, s'est incliné 1-0 contre l'Atlético Ottawa hier au CIPSOM de l'Université de Montréal. Le seul marqueur, Walker, à la 93e minute de jeu sur coup de pied arrêté. Malheureusement, qui a déjoué la vigilance du gardien du FC Supra du Québec. Ça a été quand même un très bon spectacle. Beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'énergie dans le stade. On a vendu pas loin de 5000 billets. C'était salle comble. Bravo à toute l'organisation du FC Supra du Québec. Le Supra a eu ses chances.
Ben Malheureusement, le gardien de l'autre côté, il a fait son Yaroslav Halak 2010. Et Ottawa, écoute, fallait bien jockeytise un peu notre Evan soccer. Bush, je sais pas Mais moi, Donnarumma, non. Yaroslav Halak 2010, il a fait le travail et Ottawa, qui était pas là pour donner un spectacle cette journée-là, puisqu'il temporisait et faisait circuler le ballon de gauche à droite. Bref, en première demi, on s'était demandé, coudonc, sont-ils venus ici pour jouer ou bien pour pratiquer leur passe? Malheureusement, trop peu, trop tard pour les hommes de Nick Rezaghi. Ça aurait dû finir 2-1 selon les expected goals pour le Supra. Ça a fini 1-0 malheureusement pour Ottawa. Le Supra a fait le jeu, même s'il faisait froid puis c'était parfois difficile de faire le jeu, a fait le jeu sur le terrain face aux champions de la CPL. Même si on perd 2 joueurs, ça reste les champions. Au tir au but, c'est 22-6 pour le Supra. Les tirs on target, les tirs cadrés, c'est 10-2 pour le Supra. Et le gardien adverse a fait 9 arrêts. Joachim Milly en a fait un seul. C'est rien contre Joachim Milly, mais c'est juste dire à quel point le gardien adverse a changé le match. Donc, tu sais, l'ambiance était là, le jeu était là. L'Armada Supra A1, là, le nouveau collectif d'Ultra du Supra. Okay. Et by the way, il y a quelques anciens Ultras de Montréal, du CF Montréal, de l'Impact là-dedans. Mais moi, j'étais un fan de pyro. Il y avait de la pyro, il y avait de l'ambiance, il y avait il y avait du tambour. Donc, tu sais, beaucoup de trucs. Ça, c'était en deuxième demi, c'est arrivé, hein, les feux d'artifice en deuxième demi. Oui, exact. Tu sais, c'était le fun. Au niveau foot, puis, tu sais, on revient à... C'est correct l'ambiance, c'est correct tout le monde, la communauté foot, ça pue le foot local, c'est le fun. Mais si on revient au jeu comme tel, Loïc Kouemi, très bon. Sur le terrain, il nous a montré qu'il a un talent. Il était le meilleur joueur au niveau de talent de tout le monde qui a foulé ce terrain-là dimanche, hier. Une tête au-dessus. Complètement. Il est meilleur que tout le monde. Ce gars-là pourrait jouer pour le CF Montréal. Je te dis, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe de quoi? Il est capable de déjouer 1, 2, 3 joueurs. On l'a vu à un moment donné embouteillé. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, puis il a été capable de se frayer un chemin et de créer un jeu. Loïc Kouemi, ça va être peut-être l'attaquant le plus excitant à Montréal, incluant Prince. Là. Mais surveiller, balle au pied, ce gars-là, il a une idée en tête, c'est d'aller marquer des buts. Ça me surprendrait pas qu'il finisse la carrière, pas sa carrière, mais sa saison avec au moins 10 buts avec le Supra. Également, Sean Rea. Les deux. Rien à dire contre Sean Rea. Tu vois rien à dire, tu dis tout à dire sur Sean Rea. Non, mais je veux dire, très, très bon. Tu vois que ce gars-là, il a joué 15 matchs dans la MLS. C'est un professionnel dans l'âme et il est doublement motivé de jouer devant parents et amis. Pour moi, Sean Rea et Loïc Kouemi, très bon. On sait que David Chouanière il est capable de tenir son bout dans le corridor à gauche. Il n'y avait personne de calibre Kouemi puis Sean Rea. Kouemi et Sean Rea étaient vraiment dans une classe à part. Loïc Kouemi, on le sait qu'il a ce talent-là. Et l'année passée, en Ligue 2, il brûlait tout le monde. Ça n'avait aucun bon sens. Ce gars-là n'a pas toujours été sérieux dans son... Puis je dis pas, ça n'a pas rapport. C'est pas qu'il pognait des brosses. Puis... Non, c'est juste que pour être un pro, il faut que tu te couches tôt. Faut que tu dormes longtemps. Faut que tu manges bien. Faut que tu ailles au gym. Faut que tu fasses tout. Puis c'est le défi de quelques joueurs chez le Supra qui étaient super bons en semi-pro. Mais pour arriver pro, c'est une autre coche, là. C'est un entraînement tous les jours de haut niveau. C'est toute ta vie qui est alentour de ça. Donc, souhaitons que Loïc Kouemi puisse l'être toute l'année, puis encore plusieurs saisons. Malheureusement, il y a 29 ans. Là, je veux dire, ses fenêtres de popper dans le gros foot international sont plus petites, mais c'est intéressant. Puis Sean Rea, c'est son nombre de passes réussies, des passes clés qu'on appelle, je pense, c'est 3 ou 4, des passes par en avant qui se rendent au pied du joueur et qui créent une chance de marquer. Quand tu en fais 3-4 dans un match, c'est gros. Le seul autre joueur qui est capable de jouer avec eux pleinement, Gavino, c'est Diedine Abzi, qui est vraiment de même niveau. Et il n'était pas là hier. Puis Wesley Wanje, dans le corridor gauche, a été correct. Il a bien fait quand même. Oh oui, il a été correct, mais il n'était pas de calibre avec ce que Abzi donne sur le terrain. Et Abzi pourrait revenir dans une semaine ou deux. Là, on m'a dit que c'est vraiment léger, c'est les ischios. Donc ça va aider aussi. On va être prudent. Oui. Mais Abzi qui se joint à Kouemi et Rea, ce trident offensif-là. Un autre joueur que j'ai bien aimé, Biello, je trouve qu'il a été bon en milieu de terrain pour briser des attaques. Également, Aboubakar Sissoko, le numéro 33, qui a surveillé Balou Tabla. Écoute, dans ses shorts, tout le match, je trouve qu'il a fait un très bon travail. Il n'a rien donné à Balou. Puis Balou, j'étais un observateur averti. Je me suis dit, parce que, tu sais, il n'y a pas eu de transaction avec Atletico. Je sais qu'il y a eu des discussions entre les deux organisations à savoir si Balou était intéressé à venir jouer à Montréal.
mais il m'a laissé sous mon appétit, Ouais, moi Balou. aussi, J'ai c'est pas ça, trouvé qu'il était dominant dans ce match-là, puisque, tu sais, il nous a fait rêver en 2016, en 2017 avec le CF Montréal, avec l'Impact de Montréal. J'ai pas trouvé qu'il Non. était si bon que ça dans ce Non, match-là. il était très moyen. C'est pour ça que quand tu dis Sissoko a bien fait, oui, il a été bon. Puis Sissoko, by the way, là, je l'ai vu jouer au Carabin plus d'une fois sur ce même terrain-là. C'est le même joueur. Il est très bon, Aboubacar Sissoko. Au milieu, c'est vraiment de la top qualité. Il a été très efficace, mais en même temps, Balou, il a rendu un peu la tâche facile. Balou n'avait pas d'explosion. Balou n'avait pas de créativité. Balou n'a pas fait de passe intéressante. Ça a été ma déception hier sur ce terrain-là. Mais comment t'expliques ça que ce gars-là, en l'espace de 8-9 ans, vendu au FC Barcelone, ça marche pas, revient en MLS, ça marche pas, s'en va en CPL, domine pratiquement pas. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce kid-là, avec qui on avait tellement d'attentes? On disait la prochaine grande star du Canada, Balou Tabla. On est rendu en 2026. Ce que je t'ai dit sur le Equimi. Rien. Ce que je t'ai dit sur le Equimi, découpe-le, attribue-le à Balou Tabla, c'est exactement ça. Après ça, est-ce que si on prend Balou et on l'amène à Laval, Montréal, le Québec, whatever, l'année prochaine, est-ce que ça peut fitter? Oui. Je ne suis pas en train de dire que c'est un projet perdu, mais en ce moment, il ne m'a pas impressionné. Puis on verra s'il joint au Supra l'année prochaine, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ce groupe-là. Mais tu sais, avant le début de la saison, j'aurais dit « Hey, on a besoin d'un Balou, voyons donc, on peut pas. » Là, on peut très bien faire une saison sans Balou Tabla. Il nous a pas démontré hier que « Hey, vous allez vous ennuyer de moi, je vais vous manquer. » Ça n'a pas été le cas. Tu parles du Supra, je te dis ça aussi, je vais être sûr de le lancer là, parce que j'ai parlé avec beaucoup de monde hier. On a parlé avec Josh Ntezir-Yayo avant qu'il se blesse au genou. C'était fait, là. C'était fait à 99%. Josh revenait d'Espagne. Je ne sais pas s'il allait s'entraîner en Floride ou pas, mais il allait rejoindre le Supra après. Puis il était supposé d'être un des deux défenseurs centraux du Supra, d'avoir des minutes, etc. Sa blessure a vraiment fait mal parce que hier, je regardais sur le terrain, puis c'est exactement ce dont un jeune joueur qui fait le saut de l'académie CF Montréal avant d'aller en première équipe. Puis il y a 2-3 rangs de différence entre le jeu des 18 et la MLS, là. C'est exactement ce que Josh aurait besoin. Malheureusement, il s'est blessé. Mais on m'a dit qu'il y a eu des discussions un petit peu pour Owen. Le CF Montréal ne voulait pas. Il y a eu des discussions Attends. Pourquoi qu'ils veulent pas? Parce que Owen Graham-Roach, en fin de semaine, il a joué dans un circuit amateur dans le U18 avec l'Impact de Montréal. Je veux dire, sérieusement, là, je veux pas lancer la pierre à ce circuit-là, mais je veux dire, c'est pas un environnement professionnel comme le FC du Supra du Québec. Tu sais, prête-le. De toute façon, il va avoir combien de minutes avec le CF Montréal cette année? Prince va jouer tous les matchs, puis Daniel Rios va embarquer à la 80e minute. Puis, je veux dire, qu'est-ce qu'on gagne à garder Owen Graham-Roach sur le banc? Fais-les jouer Montréal, avec le Supra, il va remplir la net. Le CF Montréal conçoit, c'est son idée, que s'entraîner avec des pros du calibre de Prince, puis apprendre de Prince, puis jouer contre des meilleurs défenseurs centraux, va aider le développement de Owen. J'ai des doutes. Cela dit, je regardais le match hier. Owen Graham-Roach est au Supra. Qui tu mets partant en 9? Le Equimi. Fait qu'est-ce que Owen aurait tant de minutes de plus avec le Supra? Est-ce qu'il n'y avait pas de promesse puis le CF Montréal en voulait? Est-ce que le CF Montréal connaît assez le foot? Oui. Fait qu'est-ce qu'il regarde Owen puis il regarde le Equimi puis ils se disent « Hey, Equimi qui est un boy de Rocco puis de Nick Razagui puis tout, puis le talent qu'il a, c'est lui qui va avoir les minutes. Il va en rester combien pour Owen? Ça sera pas bon pour notre gars de le prêter en CPL puis le gars, il a pas de minutes en CPL. C'est toutes des questions que je te pose. Mais je pense qu'on a toute une partie des réponses pareilles, là. Puis l'autre gars qu'on m'a dit qu'on a jasé pour le Supra, c'est Sunusi Ibrahim. Non. Ouais, on m'a dit ça la semaine passée. C'est pas en fin de semaine. On m'a dit ça la semaine passée. Et c'est Sunusi parce qu'on y demande un peu et ça l'intéressait pas. Mais moi, je m'appelle Sunusi Ibrahim. Puis, by the way, là, dans le projet Supra, 100% québécois, passer 1 an et plus ici dans un... Tu sais, vivre au Québec puis jouer pour un club de foot d'ici, c'est correct. T'es un Québécois. Sunusi aurait été un Québécois. Ça fit dans les critères. Mais moi, je m'appelle Sunusi Ibrahim. J'ai pas de minutes. Puis je peux toucher le même salaire à tourner en rond alentour de mes chums à Nutrilait sur le bord de Notre-Dame ou à aller marquer des buts puis faire une rédemption puis montrer que je suis encore bon dans la CPL. C'est sûr que moi, j'aurais été en CPL. J'aurais pas fait mon lâche, là, excusez, le Dr. Foot va découper ça, là, mais j'aurais pas pu dire, hey, je vais courir en rond alentour des chums
au lieu d'aller jouer, puis marquer des buts, puis prouver que j'ai encore du talent au soccer. Ça m'a dépassé complètement. Puis en plus, il connaît cette ligue-là. Je veux dire, c'est le meilleur marqueur de l'histoire, je pense, du championnat canadien. Il gagne toujours le Conn Smythe. Il est tout le temps bon. Non, c'est plate. En tout cas, je sais pas où que la carrière de Sunusi s'en va. Mais moi aussi, je pense que je suis d'accord avec toi. J'aurais accepté d'aller faire un tour à Laval pour mon reconditionnement et recommencer à jouer, avoir de la confiance en moi. Tout d'un coup, là, je veux dire, il n'y a pas 32 ans, là, Sunusi. Là, il va chercher un contrat l'année prochaine, puis probablement pas qu'il va se retrouver dans la MLS. Il va sûrement aller jouer ailleurs, ça, c'est sûr. Max, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour un dernier point ou bien ça fait le tour? Aujourd'hui, on a fait 45 minutes. On a pris notre temps. On pourrait parler pendant 1h30, mais de toute façon, il faut aller chez le dentiste. Hein, exactement. J'ai deux plombages qui ont malheureusement craqué dans les derniers mois. Non, j'espère juste, je fais un appel, puis vous ferez ce que vous voulez avec ça. J'ai pas de leçon à donner à personne. Mais j'espère qu'on continuera de supporter nos deux équipes. Si le CF Montréal continue d'offrir du jeu comme celui de samedi, ne fuyons pas le stade, allons-y. Continuons de revendiquer de la qualité, du talent, de l'effort, etc. Mais allons-y. Continuons de supporter le Supra. FC Supra, on a vu que c'est un produit très différent de CF Montréal, mais c'est un produit autant le fun, autant utile, intéressant. Encourageons les Roses de Montréal. Soutenons le foot. La Ligue 1, c'est parti. La Ligue 2 aussi. Le U17 puis la LGQ est parti. Le U19. Il y a du beau foot au Québec. Donc, ne boudez pas notre foot québécois. Conseil, si vous allez au Supra, la semaine prochaine, vendredi prochain au Sepsum, prenez le métro. Ah oui, all the way. Il n'y a pas de parking. Non, métro, REM, prenez quelque chose. Je suis pas monsieur, transport en commun, mais je vous le dis, prenez le métro, vous débarquez à Édouard-Montpetit et vous êtes pratiquement dans le stade. Vous marchez 100 mètres et vous êtes là. Donc, station Édouard-Montpetit, on va se voir vendredi au Supra, au FC Supra du Québec. Max, c'est la fin? Oui. C'est la fin, donc voici ce qui conclut le reportage d'aujourd'hui. Au nom de Max Schumann, ici Gavino qui vous dit repartagez l'émission si vous avez apprécié et on se retrouve très bientôt sur IMFC Radio propulsé par leschums.com. Salut Max! Yes, ciao!